Choix 98.1. La fameuse radio X. Le show du matin. Morel, le retour de Radio X. Le 5 à 7. Montréal, le show d'or. Légende du rock. Radio X. L'original. Le show du matin. Week-end. Radio X. 8h04, Dominique Salgado en remplacement de Yannick Marceau dans le cadre du show du matin Week-end en compagnie de Véro Racine et de Laurence. Toujours en pleine forme, les filles? Oui, excuse-moi, je vais... Je me demandais, coudonc, je suis en train de mener le show tout seul. Les deux sont fatigués, puis ils me menacent de tomber endormi. Depuis les tantôt. Grosses menaces. Ouais. Non, restez éveillés, s'il vous plaît. Et en plus de ça, on parle de char. Ça va sûrement vous permettre de rester éveillés. Hein, j'espère. Avec Mathieu Thomasin. Avec notre chroniqueur automobile préféré. Il est tout têteux, le gars, un peu, hein? Mathieu Thomasin. Pas têteux. C'est la réalité. Comment ça va, Doom? Ça va très bien, toi? Le Doom, oui, ça va pas pire, mais je me rends compte que t'as abandonné la console. La semaine passée, t'étais comme en training de l'autre côté. À un moment donné, j'ai entendu 20 000 boutons cliquer. Ouais. T'as-tu dit que c'était assez, je laisse ça à Laurence? Ouais, Laurence, elle est excellente derrière la console. Puis c'est Yannick, la semaine passée, Guy Massé, qui me disait, regarde, confidons ça à Laurence, casse-toi pas la tête, puis pense à ton animation, puis Laurence va te faire une bonne job. J'ai proposé à Laurence, puis elle n'a pas hésité trop, puis regarde, écoute, là, elle fait une très, très bonne job. Merci encore, Laurence. Tabarnouche, merci. La tête me passera plus dans le cadre de pas. Dom, il est en feu, là. Y a-t-il quelque chose à se faire pardonner dans ce studio? Non. Même pas. Écoute, on a du fun à travailler ensemble. Oui. Puis, regarde, de temps en temps, on donne un coup de coude à Véro pour la réveiller, là, entre autres ce matin, mais écoute, on a bien du fun. couche tout le temps tard. Elle travaille fort, écoute, là. Moi, je pense que c'est le nouveau chum, là. On est en mi-fin session. Ouais, là, c'est plus ça. Je te dirais, je le délaisse pas mal. Là. D'ailleurs, Véro, ton chum, y a-tu une blonde? Non, mais moi, oui. Mais là, en 20 ans, là, ça, c'est comme une question piège. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, je l'adore, cette question-là. Ah, elle était bonne. Elle était pas mal bonne. Good. Mathieu, avec cette chronique automobile, il y aura deux volets, en fait. Oui. Pour dire vraiment qu'on est à l'écoute de nos auditeurs, là, on répond ce matin à une demande qu'on a eue la semaine passée, des trucs pour l'achat d'un véhicule neuf ce matin. Il y a une personne qui nous a écrit la semaine passée puis qui nous a demandé, moi, je veux pas perdre mon temps dans les concessionnaires, je connais pas trop ça, de quelle manière ça marche, y a-t-il quelqu'un qui joue même un peu le rôle de conseiller là-dedans? Puis je suis parti avec ça, c'était là, j'ai dit, oui, tabarouette, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'arriver dans un concessionnaire pour pas perdre son temps? Exact. Puis je suis venu avec une couple d'idées, je te dirais, fait que je vais te les proposer. D'ailleurs, toi, Doom, de ton côté, t'as-tu perdu souvent ton temps dans les concessionnaires? Non, parce que, tu sais, je veux dire, avant d'acheter un véhicule, tu vas chercher ton besoin. OK. Tu sais, j'ai-tu une famille? J'en ai-tu pas? Tu sais, je veux dire, j'en ai-tu pas? Déjà, la famille, c'est un bon point. Là. Actuellement, là, ça change totalement de gamme de véhicules. J'ai 2 enfants. À l'époque, on était toute la famille, tout ça. Bon. Donc, ça me prenait une caravane à l'époque, là. Tu sais, quand tu transportes le parc, tu transportes le carrosse, tu regardes maintenant. L'épicerie. Oui, alors je savais, tu sais, le besoin. Après ça, avant d'avoir des enfants, c'est autre chose. Après aussi, les enfants grandissent, à un moment donné, t'as plus nécessairement besoin de ta caravane. Je pense que l'élément premier, c'est vraiment d'évaluer tes besoins. C'est vraiment le besoin. Oui, ça n'est une partie. Il y a la deuxième partie aussi qui est très importante, c'est toujours l'argent, le financement. Ah ouais, ça c'est sûr. Allons-y avec le premier petit truc, savoir le prix coûtant d'une auto. Donc vraiment comment le concessionnaire paye l'auto. Puis après, c'est sûr que lui, il veut faire un certain profit en te vendant après ça ce véhicule-là. Donc, connaître la marge. Mais là, tu vas me dire, Matt, mais comment tu veux que je cherche le coûtant d'une automobile? Je travaille pas dans un concessionnaire. T'as raison, mais il y a un groupe qui est là pour ça. C'est l'APA. Donc, l'APA, eux autres, leur rôle, c'est vraiment tout simplement d'avoir un site informationnel sur lequel ils vont détailler le prix coûtant, justement, que le manufacturier vend son véhicule au concessionnaire, puis il va vous permettre vraiment d'établir la marge de manœuvre qu'il a. Donc, l'APA, en passant, c'est l'Association pour la protection des automobilistes. Il y a un site directement sur lequel vous pouvez savoir, le prix coûtant des concessionnaires, l'accès à la liste des commerçants recommandés pour l'achat d'une automobile, que ce soit d'occasion ou encore neuve, un service d'évaluation du véhicule d'échange pour aider dans la négociation. Ça, c'est intéressant aussi. L'accès à la liste des ateliers mécaniques et automobiles qui sont, surtout de carrosserie aussi, qui sont recommandés
pour trouver là, quelqu'un qui est compétent aussi. Mais eux, l'APA, c'est-tu uniquement pour des véhicules neufs qui peuvent te conseiller ou non, des véhicules usagés? Ils peuvent conseiller aussi pour les véhicules usagers. Bon, donc, vraiment, la partie neuve et usagée est aussi couvert. Il y a un certain frais d'abonnement mensuel, je pense c'est annuel. C'est environ 77 $, je pense, dans ce coin-là. C'est un peu comme le service du CA, mais vraiment encore plus personnalisé, beaucoup plus expert, je pense, de ce côté-là. Puis ça aussi, ton budget va faire en sorte, Mané, que c'est le budget aussi qui va t'indiquer un peu si tu t'en vas vers le véhicule neuf ou le véhicule usagé. Ben oui, c'est sûr. Puis armé de ces chiffres-là aussi, tu vas pouvoir déterminer la marge de profit que le concessionnaire tente de se dégager. Puis tu vas être donc en meilleure posture pour négocier là, le véhicule de tes rêves là, aussi. Là. Donc, je te dirais environ, ça coûte 25 $ du côté de l'APA, là, plus taxe sur demande pour les non-membres, si tu veux avoir accès à ça. La deuxième partie super importante, regardez le site web du manufacturier pour les rabais. Des fois, tu as des rabais parce que tu es étudiant, des rabais de premier acheteur, des rabais de fidélité. Puis, par exemple, le véhicule d'essai qu'on a cette semaine, le fameux RAM, je suis allé voir sur le site web du manufacturier, puis je me rends compte qu'il offre le moteur diesel à 0 $, à 0 frais. Puis tantôt, je te dirai combien ça vaut réellement habituellement là, quand tu n'as pas ce fameux rabais-là. Donc, assurez-vous aussi de les recevoir. Quand vous allez les négocier, donc vous amenez votre preuve que vous êtes étudiant, vous amenez votre preuve de fidélité ou autre, regardez comme il faut votre contrat, votre facture que vous allez signer par rapport à ça pour être sûr que vous recevez et que c'est appliqué au bon endroit. L'autre partie aussi qui est encore très importante, de chercher le bon concessionnaire. OK? Aujourd'hui, les sites web, les commentaires, des fois, faut en prendre, faut en laisser. Les Facebook, les recommandations, les amis, les réseaux sociaux, c'est toutes des personnes qui peuvent vous recommander un certain concessionnaire avec qui on fait affaire, un contact, un vendeur. Puis déjà là, en partant, vous allez avoir aussi un résumé de l'expérience, si c'est une bonne expérience ou une mauvaise expérience. Donc, bien entendu, si on a trop de mauvais commentaires, on évite de ce côté-là. C'est toujours un peu intimidant ou dérangeant quand tu te présentes dans une salle de montre, puis tu sais pas trop, là, tu sais, les véhicules sont tous beaux, sont tous chaînés, puis le kit. Puis là, il y a 3-4 vendeurs qui rôdent autour de toi. C'est clair que eux ont une chose en tête, c'est de vendre immédiatement. Puis ça, c'est un autre conseil aussi que je vous donne. On n'achète jamais une auto lors de sa première visite. La première visite, c'est regarder, c'est essayer, puis on se fait pas rien imposer. OK? Donc, on fait attention aussi à ce qu'on dit, spécialement la fameuse question, là, combien t'es prêt à payer par mois? Ou encore, c'est quoi ton budget? Parce qu'à partir de là, ils se servent de ça comme point de départ pour la négociation. Fait que déjà là, tu vois, c'est une autre stratégie. Donc ça, on va planifier des visites, on va même voir différents concessionnaires, on va se déplacer. Oui, tu t'es arrêté sur un modèle, sur un véhicule, mais par exemple, c'est Kia, là, prends le temps de faire l'ensemble des concessionnaires Kia et d'aller faire des validations, d'aller négocier aussi ton prix. Donc c'est vraiment chercher le bon concessionnaire aussi qui est important. La revente aussi de ton véhicule, ça aussi, ça doit être assez important aussi de savoir comment tu me donnes pour mon véhicule si je prends le tien qui est à X montant. Effectivement, ça fait partie de l'évaluation, de la négociation du contrat. Puis tu sais, quand on parle toujours aussi du côté financier, faut regarder son historique de crédit puis sa note aussi de crédit. Là. Ça donne rien d'aller voir un véhicule qui est beaucoup trop cher pour nous. Puis la majorité du temps, on le sait, on a besoin d'un emprunt pour un véhicule. Là. Je connais pas grand monde qui ont 30, 35 000, voire même 20 000 $ à mettre directement en cash à l'achat d'un véhicule. Les fameux contrats de location, ça se casse, ça? Ça, faudrait que je te revienne vraiment en détail là-dessus. C'est pas évident, OK? Dans les derniers mois, quand il reste peut-être 6-8 mois, ça, c'est plutôt une offre que le manufacturier, voire même que ton commerçant ou encore ton concessionnaire préféré va te faire. Donc, il va voir que ton véhicule a un certain millage. T'es encore des fois comment je te dirais, ton véhicule vaut plus que ton résiduel. Il va faire certaines offres. Mais c'est stratégique. À la location, là, je te dirais, il te rappelle tout le temps 1 an d'avance, comme pour te refidéliser. Faites bien attention à ça, OK? Donc, il n'y a pas personne qui vous fait de cadeau dans le monde automobile. Tout le monde veut faire de l'argent. Donc, vraiment, là, faites attention, une grande mégarde, une certaine méfiance aussi quand les gens sont là pour vous appeler. Parce que des fois, vous reprenez un véhicule en location qui est quasiment similaire, les mêmes options ou autres. Le modèle a à peine évolué, puis vous vous ramassez à nous avec un contrat de location qui est des fois 3, 4, 5 ans, des fois 1 année plus longue, des fois 2 années plus longues. Ils sont là pour faire de l'argent. Je te parlais justement du crédit, là aussi, là,
quantum, là, ton pointage de crédit, là, il peut être établi de nombreuses façons. Les agences d'évaluation, là, par exemple, comme Equifax ou encore TransUnion, vont utiliser une échelle variant de 300 en 900. Là, c'est des pointages. C'est sûr que plus le chiffre est élevé, moins le risque que vous représentez pour le prêteur est grand. Donc, vous pouvez l'obtenir de ce côté-là. Une autre particularité aussi, c'est possible pour toi d'obtenir ton propre financement. Des fois, le dealer va dire, bon, ben écoute, nous autres, c'est 7,9 %. Ben, prends le temps d'aller à ta banque. Prends le temps d'aller... Exactement, de magasiner un taux. Faut pas oublier que la vache à lait, là, d'un concessionnaire, c'est son département de financement, là. Donc, le taux maison, des fois, il peut sembler avantageux, mais il faut magasiner auprès des institutions financières. C'est sûr que c'est du 0%. Là, c'est un peu difficile à battre, là. Ouais, mais ça, c'est plus, on voit plus ça sur un véhicule neuf, là, du 0%. Là. Exactement. Puis tu le sais, dans un processus d'achat aussi, il y a une petite visite, là, d'une personne qui est bien importante dans la place, qui s'appelle le FNI, là, le Finance et Insurance. Donc, le fameux directeur financier, là, si on veut, là, de la place. C'est la personne dans laquelle tu vas aller voir qui va t'offrir des anti-rouilles, qui va t'offrir des garanties prolongées, qui va t'offrir un paquet de patentes dont t'as pas besoin. Puis les constructeurs, là, ils font entre 40 et 80% de bénéfices avec les garanties prolongées. Ah ben oui, c'est clair. Fait qu'ils en font-tu de l'argent, ça n'a aucun sens. Et toi, tu nous conseilles de ne pas les prendre? Non, on y va directement avec notre assureur, point final. Pour les assurances, pour la garantie prolongée aussi, on s'entend, OK? Si vous avez acheté un véhicule, OK, puis vous êtes bien coincé, puis faites du financement aux 7 ans, là, ça, je vous le recommande pas encore, là, mais des fois, c'est parce que quand vous prenez un véhicule sur 7 ans, vous avez peut-être à avoir de la misère à arriver ou aussi dans vos réparations, dans vos couvertures ou autres. Fait que des fois, il y a des offres intéressantes au niveau des garanties prolongées. Pensez-y, calculez-la comme il faut. Cependant, si vous achetez un véhicule, je sais pas, moi, japonais, qui a une fiabilité très élevée, que vous allez être bon pour faire du 200 000 km avec ça, là, j'ai dit japonais, puis en passant, du coréen, c'est beaucoup amélioré. L'américain aussi, c'est beaucoup amélioré. Faut vraiment, comme je vous dis, faire votre survol puis regarder la fiabilité en général de votre véhicule. Essayez d'éviter. Habituellement, c'est jamais rentable. Cependant, dans l'usager, je commence à trouver ça des fois un petit peu plus rentable. Lorsqu'on a une voiture de 2006, des fois, le concessionnaire va nous offrir, c'est un véhicule qu'on appelle recommandé, il nous offre une garantie prolongée d'1 an ou 2 ans pour ce véhicule-là. Donc, des fois, un véhicule usagé avec un petit peu plus de millage, si vous êtes vraiment couvert en passant pas par une PPP externe, là, vraiment par le concessionnaire même. En tout cas, assurez-vous aussi d'avoir des bons commentaires, mais habituellement, il n'y a pas de problématique. Moi, je te dirais que ça m'a servi dans le cadre de mon véhicule personnel. Là. La personne qui l'avait avant moi est un petit peu plus drastique là, sur la transmission manuelle et j'aurais pas voulu avoir payé cette transmission manuelle-là aux 120 000 km que je t'ai rendu parce qu'une transmission 6 vitesses sportive comme ça m'aurait coûté dans les 5 000 $. Puis ça peut partir de quelle année, de combien d'années de vieillesse qu'on commence à y penser? Il n'y a pas nécessairement d'années, je te dirais. Ça dépend du véhicule, ça dépend de l'état général. Okay. Je vous dirais, là, faites faire une bonne inspection. Surtout dans le cadre d'un véhicule usagé, là, c'est important de l'inspecter. On n'achète pas au premier coup quand on visite le vendeur, puis on l'achète pas non plus avant d'avoir fait inspecter le véhicule. Ça, c'est les règles de base, OK? Et prenez un mécanicien de confiance, prenez un atelier recommandé du CAA, prenez justement un atelier recommandé aussi du côté de l'APA, donc ça va être bien important pour vous. Faut aussi planifier son achat dans le temps. Le concessionnaire rend des comptes mensuellement du côté de la compagnie mère. Donc, à la fin de mois, ils ont faim. Ils ont des bonus. La négociation est beaucoup plus facile, surtout s'il reste de l'inventaire. Le meilleur mois, ça reste toujours le mois de décembre. Vous le savez, on est tous occupés à magasiner, acheter des cadeaux, voir le Père Noël, traîner les enfants. Doom, toi, tu connais ça. Ouais. Les grosses dépenses, ça sort. Donc, les petits vendeurs là, du côté des dealers, là, ils ont faim et puis ils veulent te voir. Puis le timing aussi, quand que les véhicules, de l'année suivante sortent... C'est parfait, ça, parce que bien souvent, tu as des plus gros rabais encore. Si t'es pas le genre de personne qui va absolument avoir le dernier modèle, les dernières options, le dernier look... un Honda Accord, mettons, là, quand il va changer en 2015-2016, ou en tout cas, peu importe l'année, là, je donne un exemple comme ça, là, ben, ça reste un Honda Accord pareil, là. Donc, okay. C'est quoi? C'est-tu juillet ou à peu près? Ça dépend totalement des véhicules. Comme là, regarde, les nouveautés 2015 sont arrivées depuis un petit bout de temps. Donc, on voit beaucoup d'annonces de liquidation de 2014. C'est normal, on est au mois de novembre. Donc, je te dirais, la minute que tu vois un nouveau modèle qui est annoncé, que ce soit sur le site du manufacturier ou encore dans les nouvelles automobiles, commence à planifier ton achat, surtout si t'es pas trop pressé. Puis, l'heure idéale aussi pour aller magasiner le soir à 20h50 un jeudi, là. Tu
tu vas voir, la négociation va vite habituellement dans ce temps-là. Ils ont hâte de closer. Puis moi, en tout cas, j'aime bien ça, cette heure-là. Là. Fait que quand ils voient que t'es un petit peu plus solide à la négociation, regarde, je te le dis des fois, tu vas risquer d'avoir un meilleur deal parce que la personne a hâte de finir de ce côté-là. Internet, très utile, obtenir plein de soumissions aussi sans se déplacer. Les différents sites des manufacturiers ou encore, voire même les concessions, ils ont tendance à être beaucoup plus compétitifs parce qu'ils savent qu'ils se mesurent aussi à toutes les autres. Vous pouvez aussi communiquer avec le directeur des ventes, bien que le vendeur demeure un lien entre vous et lui dans le fond. Là, c'est parfois bon de vous annoncer sérieux aussi dans votre démarche. Donc, je te dirais là qu'avec tous ces petits trucs-là, là, habituellement, là, c'est quand même assez intéressant puis t'es parti sur une bonne base. C'est pas une garantie que vous allez avoir nécessairement le meilleur prix parce que pour ça, faut magasiner, faut s'impliquer, faut faire des démarches. Puis ça, ben, il y a nul autre que vous là, tu sais, qui peut le faire. Faut prendre le temps, ok. Si vous prenez pas le temps, vous allez avoir peut-être quelques surprises aussi en bout de ligne si vous comparez avec vos collègues qui ont vraiment pris le temps de faire le tour de ce côté-là. Mais une chose est sûre, avec ces petits trucs-là, je pense que vous êtes dans la bonne direction. Absolument. Puis comme je disais d'entrée de jeu, vraiment, là, c'est d'évaluer ses besoins. Puis aussi, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est que c'est-tu un premier véhicule ou un deuxième véhicule dans le sens où, tu sais, il y a des couples qui ont parfois 2 véhicules. Ben là aussi, s'il sert de deuxième véhicule à ce moment-là... Les critères sont différents. Ben, les critères sont différents. Puis comment choisir le bon véhicule, là, c'est aussi simple que ça. Allez les voir. Première des choses, regardez côté look. Deuxièmement, fonctionnalité du véhicule. Il n'y a pas juste un moteur, il n'y a pas juste des forces. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui regardent la feuille de spécification là, qui disent c'est beau, garde, je commande ça directement, c'est ça que je veux, mais il l'a jamais essayé. Au bout d'un an et que qui sort une nouveauté, la personne est tannée, elle avait pris un gros financement, la balloune s'ensuit, la totale, puis c'est une personne qui se réendette continuellement dans le monde automobile. Puis on est rendu là. Volvo dernièrement sorti son nouveau petit camion, avait fait un 1500 exemplaires d'une édition spéciale. Moi, en tout cas, je reçois la nouvelle, puis en lisant, je me rends compte, ils vont les vendre uniquement via le web. Hein? Tabarouette, en 72 heures, je pense, ou en 4 jours maximum, tous les véhicules étaient vendus. Wow! 1500 véhicules ont été vendus sans que personne puisse les essayer. T'as pas de bon sens. C'est assez fou, puis c'était des véhicules à 70 000, là. Hey, Mathieu, je voulais te remercier pour hier. Oui. Mathieu Thomasin qui m'a permis de faire un essai routier hier d'un véhicule heavy duty, un 2500 RAM. Un gros RAM. Je capotais. Ben écoute, ça n'a rien à voir avec les petits F-150. Là. Non, quand pas tu me du parlais tout. d'un pick-up, là, quand j'ai vu arriver cette bébite-là, un véhicule imposant, un véhicule massif, robuste et haut aussi. Je me demandais si j'avais pas besoin d'un escabeau pour une chance t'avais le marchepied, hein? Hey, cool. Ben Doom, ça me fait plaisir. Puis c'est pas tout, je te dirais, c'est pas tout c'est pas à chaque année là qu'on en reçoit un véhicule comme ça en essai. Puis effectivement, c'est vraiment un camion de travail. Donc, on avait le Ram 2500, l'édition Longhorn. Donc, tu avais un moteur aussi diesel à l'intérieur. C'est le camion diesel le plus vendu et le plus durable au pays, là, selon les statistiques. Sur quoi qu'on se base pour la longévité, la durée de vie justement là d'un camion? Les gens qui achètent ça habituellement les gardent longtemps. Faut dire que c'est orienté travail, ok? Je vois pas monsieur, madame, tout le monde se promener avec ça en ville, puis comme on dit, chiller avec ses amis ou autres, ou encore pour la parfaite petite étudiante. On oublie ça, là. C'est les personnes qui travaillent, qui ont besoin d'un véhicule comme ça. Donc, qui font du remorquage, qui transportent des charges imposantes, compagnies de construction, fermiers ou autres. C'est vraiment à ces gens-là que se dirige le camion parce que tu vas voir, mais qu'on rentre dans les statistiques. Tu vas trouver ça assez particulier. Donc, habituellement, les gens qui achètent des camions comme ça les gardent longtemps. Donc, depuis les 20 dernières années, 87% des Ram roulent encore sur les routes. Hey. 70% des Ford, 79% des Chevrolet et 82% des GMC. Ça fait que ça en dit long sur la durabilité du véhicule. Effectivement. Puis vous remarquez que les marques là, que je vous ai données, là, faut faire attention là, parce que quand on parle de camions, il y en a qui sont agressifs dans le débat. Là, on touche le cœur des passionnés. Puis là, je vous parle uniquement de camions de travail. J'embarque pas dans le japonais ou autre là, parce que les statistiques probablement changeraient encore un peu là-dessus. Puis c'est vraiment, encore une fois, des camions qui sont orientés pour le travail, pour traîner même des roulottes à sellette. Donc, les fameux cols de cygne. Donc, l'extérieur, tu l'as dit, Doom, c'est massif. La calandre RAM, toutes les parties en chrome, peinture noire vraiment solide, les lumières sur le toit là qui font vraiment tracteur de van, ça on le voit, on le différencie tout de suite. Un camion heavy duty, s'il y a ces lumières là, il est prêt à travailler. C'est gros, c'est haut, c'est large, des miroirs qui sont vraiment étendus aussi pour faciliter là, la vue là quand tu as un chargement ou encore quand tu traînes une roulotte tout simplement.
un bel enduit dans la caisse justement pour éviter de graffiner. T'as même dans la caisse directement les petits caps prêts à enlever pour mettre ton col de cygne ou ta sellette là, directement à l'intérieur. On repose tout ça sur un châssis de haute résistance, donc qui est capable d'endurer 50 000 livres. On a 8 travers robustes aussi, avec une remorque à sellette à col de cygne. Là, on rajoute aussi un travers de plus en arrière en option. C'est extrêmement ferme. On a des protections aussi, des longerons sur la caisse pour la durabilité. Les marchepieds, t'en parlais tantôt, d'un bout à l'autre des roues. Donc, on a vraiment une cabine qui est méga câble de notre côté, donc 4 grosses portes. La puissance des phares avant projecteurs. Et vu qu'on avait une édition Longhorn, donc vraiment une édition Cowboy, c'était identifié un petit peu partout là du côté de l'extérieur. L'intérieur, regarde la cabine, c'est la finition est exemplaire. Exemplaire, hein. Ben, l'édition Longhorn aussi rajoute vraiment les bancs en cuir, la finition Cowboy, les logos un peu, si tu veux, le contraste de brun, de gris aussi, les matériaux qui sont de qualité, l'assemblage. Je pense que c'est ça aussi qui différencie le Ram des autres compétiteurs. Ils ont vraiment une coche en avant du côté de l'intérieur, la finition présentement. On le sait, ils se sont mis la tête dedans, les ingénieurs ont repensé les camions, c'est plus du tout ce que c'était avant. T'embarquais dans un 2500, un diesel, c'était... Même le petit design à l'arrière, c'est la banquette, hein, assez spécial. Oui, t'aimais ça. Donc vraiment, à l'arrière, là, sérieusement, les sièges, bon, premièrement, rabattables sur les modèles Megacab, sont chauffables. Puis toi, ce que tu parles, c'est vraiment la pochette en arrière, tu sais, qui est comme en arrière des sièges avant, qui est composée d'un attache style de ceinture country, là. Puis en plus, une belle poignée pour faciliter l'accès. Donc, monter à bord, malgré que c'est haut, c'est quand même intéressant. Puis bon, ben, t'as des bacs de rangement aussi. Regarde, le Megacab, là, c'est vraiment quelque chose qui est spacieux. C'est un des plus, justement, des plus volumineux de ce côté-là. Mais quand t'es assis en arrière, cependant, c'est un chapeau de cowboy, là, il risque de frotter un petit peu dans la vitre. Fait que tu vas peut-être être obligé de l'enlever. Donc, ton position de siège est un petit peu rapprochée de ce côté-là. Intérieur, regarde, une fois assis à l'avant, je pense que tu l'as remarqué, le grand écran Uconnect de 8,4 pouces. Oui. Je le dis, je le redis souvent, Chrysler présentement, Ram, Dodge, ils ont une des meilleures interfaces de l'industrie. Ben écoute, ça ressemble quasiment à un téléviseur, c'est pas compliqué là, l'écran est vraiment gros. C'est littéralement ça, que tu contrôles ta climatisation, juste le fait de relier aussi ton téléphone avec tes fonctions Bluetooth, voir ton affichage, gérer tes contacts. Écran tactile. Ouais. Ah oui, écran tactile directement. Tu as 10 haut-parleurs Alpine en plus avec le subwoofer qui permet d'écouter Florida Georgia Line avec Dirt ou encore du Garth Brooks, des Dixie Chicks ou encore mieux Taylor Swift et être sentimentale. Donc, tu as beaucoup d'informations aussi, même à l'intérieur, donc du bloc d'instruments. Encore une fois, c'est littéralement wow. Ta température de transmission, ce qui est important aussi quand tu tractes, hein? La pression des turbos, vacuum, pression des pneus, l'indicateur durée, la connexion de remorque, l'ajustement du freinage de remorque, la pression d'huile. Tout ça est des données en temps réel et technologiques. Puis en plus de l'espace, si t'en veux encore, t'as de la place quasiment pour mettre ton micro-ondes puis faire ton omelette western directement dans la console centrale. C'est très, très gros comme véhicule. Ah oui, c'est spacieux à l'intérieur. Donc, tu l'as roulé. Côté comportement, comment t'as trouvé ça? Ah, regarde, écoute, assez spécial, là. Écoute, j'ai pas essayé ben des pick-up dans ma vie, là. Je suis plus un gars de véhicule normal, de berline ou quoi que ce soit. Mais m'a dire une chose, j'avais l'impression d'être à bord d'un camion remorque, style international, ou je le sais pas, quelque chose de fort, de robuste, de haut. C'est assez spécial. Ouais. Tu rencontres d'autres véhicules, puis tu as vraiment l'impression d'être complètement surmonté et d'être ailleurs. On est allé aussi essayer dans différents terrains un petit peu hors route, de véhicules, un petit peu de hors route. Ma foi, écoute, on l'a poussé, hein, on l'a vraiment... Parce que moi, je te dirais qu'à un moment donné, tu commençais à être pas mal creux dans le sable, mon doom. Fait que là, je t'avais de te dire, OK, on recule, puis laisse-moi donc le volant pour être sûr que ça va passer. Mais tu t'es bien débrouillé, sérieux. Pas pire, hein? Mais il aurait fallu vraiment abaisser la pression des pneus pour les conditions qu'on avait. Pour résumer un petit peu, lorsqu'on arrive vraiment dans une section qui est sablonneuse, un sable qui est vraiment coulant, on veut avoir une empreinte de pneu qui est le plus large possible. Et de quelle manière qu'on va vraiment faire ça, c'est de dégonfler le pneu pour avoir une surface un peu plus large, mais aussi lorsqu'on va prendre certains obstacles, donc le pneu va se déformer un petit peu pour l'absorber. Donc, il rebondira pas, par exemple, sur un caillou, vraiment, s'il était gonflé à bloc. Puis là, je dois t'avouer qu'on n'a pas pris le temps, là, on a embarqué directement là-dedans, ça brassait un petit peu plus que ça l'aurait dû. Tu l'as vu, le petit sautillement, quand les 4 roues étaient vraiment verrouillées, là. Mais, vraiment, une douceur aussi de roulement, malgré la grosseur. On s'aurait attendu quelque chose de plus ferme comme comportement, parce qu'habituellement, un 2500, c'est pour travailler, puis quand t'arrives avec des KO, là, j'ai déjà roulé d'autres véhicules de mes chums de la compétition, là,
tabarouette, je disais, arrête, là, on va avoir mal au dos, slack la pédale un peu, ça se promène, surtout à vide. Et c'est normal parce qu'avant aussi, on utilisait un principe de lame. Puis là, quand on se dirige vers des ressorts, des amortisseurs plus standards, bien que le modèle d'essai, là, il y avait une suspension ajustable à air en arrière, c'est surtout là avec la caisse vide là que ça brasse de ce côté-là. Puis tu parlais d'attraction, on avait des pneus Transforce AT de Firestone, donc qui sont fermes, donnent un bon travail. Les manœuvres de stationnement sont un peu complexes pendant, mais c'est aidé par la caméra. Puis il y en a même une aussi pour le chargement en arrière, si vraiment tu veux surveiller là qu'est-ce qu'il y en est. Ça, c'est disponible en option sur le véhicule. Si tu as besoin de travailler, il existe des modules aussi pour faciliter les connexions d'entrée et de sortie des équipements comme des chasse-neige, les lumières de remorque, qui va se connecter directement au bus du véhicule pour te donner l'information encore en temps réel. La suspension avant, ça a été redessiné, c'est 3 bras. Donc, c'est vraiment une rigidité au roulis là, qui est nécessaire aussi pour les transports plus lourds, sans sacrifier le confort ou encore la tenue de route. La suspension arrière était vraiment particulière, Doom. C'est une pneumatique renforcée. Ça, c'est exclusif au segment. Tu l'as entendu aussi. En plus, je t'ai fait la démo. Tu te rappelles-tu, j'ai appuyé sur le bouton. Vraiment, on aurait attaché une remorque quand le véhicule s'abaissait pour faciliter le tout. Ça, c'est une évolution technique qui va détecter automatiquement le poids qui est mis sur la suspension arrière. Puis elle va augmenter la pression pour corriger l'assiette du camion. Ça va offrir une stabilité accrue puis un rapport uniforme depuis l'avant du camion jusqu'à l'arrière. Parce que quand on traque quelque chose puis on a un gros poids en arrière, on veut pas que le véhicule soit écrasé non plus là, de ce côté-là. Donc, on parle de motorisation, tu l'as vu, c'est puissant. Nous, on avait un moteur qui était de 6,7 litres diesel, donc un bloc et une culasse en fonte. Et là, es-tu prêt pour la puissance? Oui. 370 forces. Et on a un 800 livres de couple. Donc, 800 livres de couple qui arrive à 1600 tours. Pour le 2015 aussi, 385 forces, 865 livres de couple à prévoir à seulement 1700 tours minute, plutôt pour le moteur. Donc, même l'entretien est quand même très facile du côté de ces diesels-là. On a des vidanges d'huile uniquement aux 24 000 km. On aurait aussi le choix d'un V8 émis de 5,7 litres ou encore la nouveauté pour 2014 qui était le 6,4 litres. Donc, on parle de 410 forces et 429 livres de couple. Donc, c'est bon pour environ des 0-100 en 9 secondes. Du côté du diesel, c'est un peu lent au décollage, mais les reprises sont tellement excellentes. Puis même là, une température comme aujourd'hui, un petit fond de neige là, mouillé un peu, là, c'est déjà enlevé un peu tous les contrôles de stabilité. Tu vas voir que quand les 800 livres de couple apparaissent, là, c'est pas long que ça devient TLS. Ben, tu vois, hier, le 370 force, on le sentait. On sentait aussi que le véhicule, il a le goût d'en prendre. Hein? Ben, il a le goût d'en prendre. C'est un effet de torque. Ça a tellement du torque. Exact. Ça n'a pas de révolution moteur. Parce que là, hier, la boîte était vide, faut s'entendre. Mais à un autre moment donné, il faudrait peut-être l'essayer avec une boîte pleine. J'aurais voulu le charger. J'ai un beau trailer. De gravier ou de bois ou quoi que ce soit. Ah, mais là, de plus en plus, les concessionnaires font ça quand tu essayes des... De plus en plus, ils ont des charges prêts, ils ont des trailers avec 2 essieux directement chargés qui sont prêts justement à faire différents tests. Une capacité de remorquage des charges allant jusqu'à 17 000 livres, 17 970 pour être précis avec l'équipement approprié. C'est la capacité de remorquage la plus élevée dans la catégorie là, pour ce camion-là de 3/4 de tonne. Écoute, la question qui tue, Mathieu, parce que le temps avance, la grosse question, puis je te l'ai posée hier, t'as dit demain tu verras, puis ainsi de suite. Comment ça vaut? Bon, là, c'est là que ça se gâte un petit peu, mais il faut que tu te mettes en tête que c'est un camion pour travailler. Donc, la personne qui achète ça habituellement une compagnie a une ferme, les déductions d'impôts, et s'y embarque là-dessus. Si tu vas avec un de base, OK, donc vraiment un ST très standard 2x4, tu vas l'avoir à 35 095 $, OK? Tu as le Power Wagon qui est intéressant avec ses capacités en route intéressantes, là, qui monte à 49 595 $. J'épargne les autres modèles qui sont entre. Si on parle de notre modèle, on avait le modèle Longhorn à 56 295 $. On a la version Mega Cab en 4x4. Et là, l'option diesel s'en vient. On rajoute 11 500 $. Fait que déjà là, ça vient de monter un bon prix. Tu te rappelles aussi tantôt, je t'ai dit d'aller voir sur des sites des manufacturiers comme petit truc pour voir si tes fonds peuvent épargner. En regardant, j'ai vu que l'option diesel est donnée gratuitement là, présentement pour le camion là, pour la période de fin d'année. Donc, tu vois, tu sauves quand même un 11 500 $. Bon, il y a plein d'options dans notre véhicule, que ce soit le différentiel verrouillable, la suspension à air, ça c'est un 1595 $. 2-3 options de plus. Garde, moi j'ai arrêté là, puis j'étais rendu à 82 735 $. Donc, c'est pas un camion
qui est peu coûtant. C'est normal parce que ça prend ça pour travailler. Ça prend des pièces heavy duty tout partout de A à Z. Ça prend des pièces de qualité, ça prend de la puissance et chaque technologie aussi vient avec un coût. Mais écoute, la minute qu'on va aller voir aussi dans la compétition, on va tourner dans ces prix-là la minute qu'on va arriver avec des 2500 ou autre. Mais moi, je dois dire une affaire que quand t'es rendu, tu payes 87 000 pour un véhicule de la sorte, ben j'espère qu'il va être utile. Là, oui, il va être utile. Mais t'as-tu vu aussi la longévité? 87% des personnes l'ont encore, puis le camion a 20 ans. Fait que c'est très important. Donc, en conclusion, on aime le look homme, la puissance King Kong, l'intérieur de qualité. On aime un petit peu moins la puissance réduite. En passant, si vous prenez l'option manuelle, là, vous allez avoir de la puissance de moins. Donc, soit 350 forces, 660 livres de coupe. Donc, prenez le don automatique, là, surtout si vous avez besoin de tracter. Il manque quelques goodies que d'autres offrent. Par exemple, un système de retenue du panneau arrière et un accès facile pour grimper dans la benne. Mais en conclusion, bien que le prix va frapper, faut dire que c'est les travailleurs qui ont un besoin particulier pour ce genre de véhicule, que t'es une compagnie de construction, une ferme, une entreprise forestière éloignée. C'est le camion de travail parfait pour vous. Puis surtout, oubliez pas votre chapeau de cowboy puis vos MP3 de Taylor Swift. Merci beaucoup, Mathieu Thomas. Merci à toi, toujours un plaisir. Il est exactement à 8h34 minutes. Si vous êtes témoin de quoi que ce soit sur la route, peut-être que c'est pas trop évident ce matin. Là, ça peut être difficile dans les routes secondaires. Doubler de vigilance donc au volant. Si vous êtes témoin d'entrave à la circulation, le 670-9098 ou encore live radiox.com. Le show du matin. Week-end. Radio X.